entretiennent un rapport spécial avec son existence. À plusieurs reprises, je décidais d'aller lui parler ou d'aller à son étal acheter quelque chose. Mais je n'osais pas. Voilà pour ma relation avec le monde extérieur. En revanche, en ce qui concerne le monde intérieur, il ne me restait que ma nourrice et une est aussi sa nourrice à elle. C'est en fait notre nourrice à tous les deux. Parce que non seulement ma femme et moi sommes des parents proches, mais Nané nous allaita tous les deux ensemble. En outre, sa mère à elle était aussi ma mère à moi, car je n'ai jamais connu ni ma mère ni mon père, et c'est sa mère qui m'éleva. Cette femme de haute tournure aux cheveux gris. C'était sa mère à elle, que j'aimais comme ma propre mère, et ce fut à cause de cet attachement que je pris sa fille pour femme. À propos de mon père et de ma mère, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Il n'y en a qu'une parmi celles que Nané me raconta, que par-devers moi j'imagine être vraie. Nané m'a dit que mon père et mon oncle étaient des frères jumeaux. Ils avaient le même aspect, la même physionomie, le même caractère, et même leur voix était si semblable que les distinguer n'était pas une tâche facile. Il existait aussi entre eux un rapport spirituel et une solidarité dans l'infortune, en ce sens que si l'un d'eux tombait malade, l'autre tombait malade à son tour. Au dire des gens, ils étaient comme une pomme que l'on aurait coupée en deux. Finalement, après avoir tous deux choisi la profession de commerçant, ils partent à l'âge de 20 ans en Inde, où ils se mettent à importer et à vendre des articles en provenance de Ray, différentes étoffes notamment, au nombre desquelles on dirait étoffes fleuries, étoffes de coton, tuniques, châles, mais aussi des aiguilles, de la vaisselle de terre cuite, de la boue pour cheveux et des plumiers. Mon père restait dans la ville de Bénarès et envoyait mon oncle dans d'autres villes de l'Inde pour des affaires commerciales. Sur quoi, après un certain temps, mon père tombe amoureux d'une fille vierge, Bougam Dazi, danseuse du sanctuaire de Lingam Puja. Le travail de cette fille consistait à assurer le service du temple, de même que la danse religieuse face à l'immense idole de Lingam. Une fille chaleureuse et olivâtre, au sein en forme de citron, aux grands yeux obliques et aux sourcils étroits joints ensemble, au milieu desquels elle plaçait le point rouge. Ma mère est-elle en vie? Peut-être qu'en cet instant, je suis occupé à écrire, elle, sur la place d'une ville lointaine de l'Inde, elle danse et se contorsionne comme un serpent à la clarté des flambeaux, comme si le serpent Naga l'avait mordu. Et femmes, enfants et hommes, curieux et nus, ont formé un anneau autour d'elle, tandis que mon père ou mon oncle, les cheveux blancs, voûtés, assis au bord de la place, la regarde et se souvient du trou noir, des bruits du sifflement et du glissement du serpent mis en fureur qui lève la tête, dont les yeux lancent des éclairs, dont le cou prend la forme d'une louche, alors qu'une ligne qui ressemble à des lunettes apparaît derrière son cou gris foncé. En tout cas, c'était moi le nourrisson qu'ils avaient mis dans le giron de cette Nané, laquelle donnait aussi le lait à la fille de ma tante, la catin de femme. Et en outre, c'est sous la main de ma tante, cette femme de haute tournure dont les cheveux gris retombaient sur le front, que je grandis à l'intérieur de cette même maison, en compagnie de sa propre fille, la catin. Dès que je vins à me connaître moi-même, je pris ma tante en lieu de ma propre mère et me mis à l'aimer. Je me mis à tellement l'aimer que par la suite, du fait que celle-ci lui ressemblait, je pris sa fille, ma propre sœur de lait, pour femme. C'est-à-dire, je fus obligé de la prendre. Une fois seulement cette fille se livra à moi, jamais je ne l'oublierai. C'était au chevet même de sa défunte mère. La nuit était déjà fort avancée, et tous les habitants de la maison étaient couchés. Lorsque je me levai, il me rendit en chemise et en caleçon dans la chambre de la morte pour lui faire mes adieux. Je vis 2 bougies de camphre qui brûlaient au-dessus de sa tête. Sur son ventre, on avait posé un Coran pour que le diable ne s'introduise pas dans sa chair. Une fois écarté l'étoffe la recouvrant, j'aperçus ma tante
avec sa mine digne et attrayante, comme si tous les intérêts terrestres s'étaient dissipés de son visage, ce qui me forçait à la révérence, quoiqu'en même temps, la mort me parut être un événement ordinaire et naturel. Un sourire railleur avait séché au coin de ses lèvres. Je voulus embrasser sa main et quitter la chambre, mais au moment où je fis volte-face, j'aperçus avec étonnement Lacatin qui à présent est ma femme. Elle entra et face au corps de sa défunte mère, avec quelle ardeur elle se colla à moi, me tira vers elle, me couvrit de baisers humides. Ma honte était si grande que je voulais m'enfoncer sous terre. Cependant, je ne savais plus où était mon devoir. Avec ses dents protubérantes, on aurait dit que la morte s'était moquée de nous. J'ai eu l'impression que le calme sourire de la morte avait changé. De façon incontrôlée, je l'attirai dans mes bras et l'embrassai. Mais à cet instant, la tenture de la chambre adjacente s'écarta et le mari de ma tante, le père de cette catin, voûté et enveloppé d'un châle, entra dans la chambre. Il partit d'un rire sec, répugnant et horripilant à vous faire dresser les poils sur le corps, au point que ses épaules s'ébranlaient, mais il ne regarda pas dans notre direction. Quant à moi, ma honte était si grande que je voulais m'enfoncer sous terre. Et si je le pouvais, j'aurais asséné une bonne gifle au visage de la morte qui nous regardait avec une expression railleuse. Quelle humiliation! Épouvanté, je sortis de la chambre en courant. À cause de cette catin, peut-être avait-elle tout arrangé afin que je me trouve dans l'obligation de la prendre. Sachant que nous étions frères et sœurs de lait, je fus obligé de la choisir pour femme, pour que leur réputation ne soit pas jetée aux quatre vents, car cette fille n'était pas vierge. De cela non plus, je ne savais rien. En aucun cas, je ne pouvais le savoir. On me l'avait seulement fait entendre. Le soir du mariage, lorsque nous nous retrouvâmes seuls dans la chambre, je vous suppliais. Cela ne lui suffit pas. Elle ne se mit pas nue. Elle disait « Aujourd'hui, je suis impure ». En aucun cas, elle ne me laissa venir dans sa direction. Elle éteignit la lampe, s'en alla de l'autre côté de la chambre et s'endormit. Elle tremblait sur elle-même comme une feuille, comme si on l'avait jetée dans un trou noir avec un dragon. Personne ne pourrait y croire. Est-ce même croyable? Elle ne me laissa pas poser un unique baiser sur ses lèvres. Comme durant la première nuit, la deuxième nuit aussi, j'allais dormir par terre, à la même place. Et les nuits suivantes, même chose. Je n'osais pas. Finalement, il se passa un assez long temps durant lequel je dormais par terre de ce côté de la chambre. Qui peut le croire? 2 mois, non, 2 mois et 4 jours, je dormis loin d'elle, par terre, et n'osais m'approcher de sa personne. Il n'y a qu'une seule chose que je sache. Cette femme, cette catin, cette sorcière, avait versé je ne sais quel poison à l'intérieur de mon esprit, à l'intérieur de mon être, qui faisait que non seulement je la voulais, elle, mais que tous les atomes de mon corps avaient besoin des atomes de son corps. Ils criaient qu'ils en avaient besoin. Et par-devers moi, je formais le souhait ardent de me retrouver avec elle, sur une île égarée, où il n'exista pas d'autres humains. Je formais le souhait qu'un tremblement de terre, ou la tempête, ou encore la foudre céleste, fit exploser toutes ces crapules qui, derrière le mur de ma chambre, respiraient, s'affairaient, jouissaient, et qu'il ne resta plus qu'elle et moi. Mais même dans cette éventualité, ne préférerait-elle pas n'importe quel autre animal, un serpent indien ou un dragon, à ma propre personne? Je formais le souhait de passer une nuit avec elle et qu'ensemble, nous mourussions dans les bras l'un de l'autre. Il me semble que ce serait la suprême conclusion de mon existence et de ma vie. Dans cette chambre, qui pour moi devenait à chaque minute plus exiguë et plus obscure que la tombe, je guettais continuellement le passage de ma femme, mais elle ne venait jamais. N'était-ce pas par sa main que j'en étais arrivé là? Sans rire, cela faisait 3 ans, non, 2 ans et 4 mois. Mais que sont les jours et les mois pour moi? Ils n'ont aucun sens. Pour quelqu'un qui a les pieds dans la fosse, le temps perd son propre sens. Cette chambre était le tombeau de ma vie et de mes pensées. Tous les affairements, les bruits et toutes les manifestations de la vie des autres, de la vie des crapules, toutes charnellement et spirituellement faites de la même sorte,
était devenu à mes yeux surprenant et dépourvu de sens. À partir du moment où je m'étais habité, je m'étais éveillé dans un monde étrange et incroyable où je n'avais nul besoin du monde des crapules. C'était un monde qui se trouvait à l'intérieur de moi-même. Un monde plein d'inconnus et dont il semblait que j'étais obligé d'inspecter et d'examiner les moindres recoins. La nuit, au moment où mon être ondoyait à la limite entre deux mondes, peu avant la minute où je me trouverais plongé dans un sommeil profond et vide, je rêvais. En l'espace d'un clin d'œil, je traversais une autre vie qui n'était pas la mienne. Je respirais dans une autre atmosphère et m'éloignais, comme si je voulais m'échapper de moi-même et changer mon destin. Mon monde véritable m'apparaissait dès que je fermais les yeux. Ces images avaient une vie bien à elles. Librement, elles s'effaçaient puis redevenaient visibles, comme si ma volonté n'avait aucun effet sur elles. Mais cela n'est pas certain non plus. Les scènes qui prenaient forme devant moi n'étaient pas d'un rêve ordinaire, car le sommeil ne m'avait pas encore gagné. Dans le silence et le calme, je séparais ces images et les mesurais les unes aux autres. Il me semblait que jusqu'alors, je ne m'étais pas encore connu moi-même, et que le monde, tel que je l'imaginais jusqu'à maintenant, avait perdu sa signification et son énergie propre, et qu'à sa place, il y avait l'obscurité d'une nuit souveraine, parce qu'on n'avait pas enseigné à regarder la nuit et à aimer la nuit. Ma vie me semblait tout aussi incompréhensible, incroyable et contre nature que la peinture sur le plumier avec lequel je suis en train d'écrire. Comme si un peintre délirant et obsédé avait réalisé le dessin de ce plumier. La plupart du temps, lorsque je pose le regard sur cette peinture, elle me semble familière. Peut-être est-ce pour cette peinture. Peut-être cette peinture me contraint-elle à écrire. Un cyprès y est dessiné, sous lequel, pareil au yogi de l'Inde, un vieillard voûté est accroupi, sa personne enroulée dans un habit et sa tête enveloppée dans un turban. Il a l'index de sa main gauche posé sur sa bouche dans une expression d'étonnement. Face à lui danse une fille, aux longs vêtements noirs et aux mouvements contre nature. Peut-être une Bugandassi, elle a aussi pris dans sa main une fleur de volubilis, et entre les deux individus se trouve l'espace d'un cours d'eau. J'entrais lentement dans l'obscurité de la chambre. J'enlevai mon abat et mon châle, me mis tout nu, mais j'ignore pourquoi j'allais dans ces draps, avec le tranchoir à manche d'os entre mes mains. La chaleur de ces draps était telle qu'elle insuffla une nouvelle vie au sein de mon organisme. Puis, en souvenir de cette petite fille pâle et émaciée, aux grands yeux turkmènes innocents, avec laquelle je jouais à Sarnamak au bord du ruisseau Suresnes, je pris son corps délicieux, humide et chaleureux dans mes bras. Non, je l'attaquais comme une bête féroce et affamée, et au fond de mon cœur, je n'éprouvais que de la répulsion pour elle. L'amour et la haine me semblaient aller de pair l'une avec l'autre. Son corps clair de lune effraie, le corps de ma femme, pareil au serpent naga qui s'enroule autour de sa proie, s'ouvrit sur lui-même et m'emprisonna entre ses membres. Enivrant était le parfum de sa poitrine, délicate était la chaleur émanant de la viande des bras qu'elle enroula autour de mon cou. À cet instant, je souhaitais que ma vie s'interrompît, car toute la haine et l'aversion que je ressentais en ce moment pour elle s'étaient évaporées et j'essayais de retenir mes larmes, sans que je m'en rende compte. Ses jambes, pareilles à des mandragores, se verrouillèrent derrière mes jambes et ses mains se collèrent derrière ma nuque. Je sentais la délicieuse chaleur de cette viande fraîche, cette chaleur que buvaient tous les atomes de mon corps brûlant. Je sentais qu'elle m'attirait comme sa pâture à l'intérieur d'elle-même. La peur et la jouissance s'étaient emmêlées. Sa bouche avait le goût du trognon de concombre et rendait une saveur âcre. Au milieu de cette pression délicieuse, où je dégoulinais de sueur, j'avais cessé d'être moi-même, car c'était mon corps
tous les atomes de mon être qui avaient pris le commandement sur moi, et ils chantaient hautement leur triomphe et leur victoire. Moi, ainsi condamné et démuni dans cette mer sans fin, confronté aux caprices des vagues, j'avais accepté ma reddition. Ces cheveux, qui dégageaient l'odeur du parfum de Mogra, étaient collés à mon visage, et un cri d'angoisse et de joie venait depuis les tréfonds de notre être jusqu'au dehors. Soudain, je sentis qu'elle me mordait fermement les lèvres, au point qu'elles se fendirent au milieu. Était-ce ainsi qu'elle rongeait son doigt, ou bien avait-elle compris que je n'étais pas le vieillard au bec de lierre? Je voulus me sauver, mais le moindre mouvement m'était impossible. Tous mes efforts étaient vains. On avait soudé la viande de nos corps ensemble. Je supposais qu'elle était devenue folle. Au beau milieu de l'empoignade, j'agitais mes mains de manière incontrôlée et sentis le tranchoir que j'avais à la main s'enfoncer quelque part à l'intérieur de son corps. Un liquide chaud se répandit sur mon visage. Elle poussa un cri et me délivra. Je serrais le chaud liquide qui remplissait mon poing, jetais le tranchoir loin de moi et frottais ma main devenue libre sur son corps. Il était devenu complètement froid. Elle était morte. Je fus alors pris de tout sottement, mais il ne s'agissait pas de tout sottement. Elle était morte. C'était le bruit d'un rire sec et répugnant, à faire dresser les poils sur le corps. Épouvanté, je jetai mon abat sur mes épaules et me rendis dans ma chambre. Devant la lampe à huile, j'ouvris le poing. Je vis que son œil se trouvait au milieu de ma main et que tout mon corps était baigné de sang. J'allais devant le miroir, mais sous le coup de la frayeur, je ramenai mes mains devant mon visage. Je vis que j'étais devenu identique. Non, pas identique, j'étais devenu le vieux chiffonnier lui-même. Mes cheveux et ma barbe étaient pareils aux cheveux et à la barbe d'un individu qui serait ressorti vivant d'une chambre où se trouverait un serpent naga. Ils étaient devenus entièrement blancs. Mes lèvres, comme les lèvres du vieillard, étaient fendues. Mes yeux, dépourvus de cils, une touffe de poils blancs était ressortie de ma poitrine et un esprit nouveau était entré à l'intérieur de mon corps. Je pensais de manière complètement différente et ne pouvais m'échapper de son emprise, de l'emprise de ce démon qui avait été éveillé en moi. Les mains ramenées devant mon visage, j'éclatais de rire, de manière incontrôlée, d'un rire plus dur que le premier, et qui fit trembler tout mon être. Un rire profond qui sortait de je ne sais quel trou perdu de mon corps. Un rire vide qui ne faisait que tournoyer en écho dans ma gorge en sortant d'un vide. J'étais devenu le vieux chiffonnier. از شدت اضطراب مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شدم. چشمایم را مالاندم. در همان اتاق سابق خودم بودم. تاریک روشن بود و ابر و مه روی شیشه های را گرفته بود. بانگ خروس از دور شنیده می شد. در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکستر سرد شده بود و بیک فوت بند بود. حس کردم که افکارم مثل گلهای آتش پوک و خاکستر شده بود و بیک فوت بند بود.